Bien, pour tous ceux qui nous rejoignent, un grand merci. Bienvenue dans ce quatrième épisode, je dirais, du séminaire Connaissance Norlink ferroviaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous interroger sur la place de l'innovation dans la réussite des objectifs de doublement de la part modale, finalement. C'est vraiment ce qu'on regarde. Évidemment, cet événement se tient dans le strict respect des règles sanitaires, comme vous l'avez vu au fur et à mesure de l'événement. Et on va débuter la deuxième table ronde. Tout de suite. Elle s'intitule Renforcer la fiabilité et l'engagement de service. On l'a indiqué en introduction et dans la première table ronde, finalement, si on veut atteindre les croissances visées, tous les maillons vont être mis à contribution. C'est nécessaire. Alors forcément, on pense au train autonome, mais aussi forcément à la maintenance des voies qui, on le sait, les travaux, c'est toujours quelque chose d'un peu sensible dans le monde ferroviaire. Donc c'est deux sujets qu'on va regarder particulièrement aujourd'hui. Donc avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vous propose que quand on pense train autonome et quand on pense maintenance des voies, on pense à Abdelkrim et on pense à Marc. Donc Abdelkrim, te présenter en une minute et Marc ensuite. Merci pour l'invitation. Donc Abdelkrim Talalout, je suis en charge du programme train autonome au sein de l'Institut de recherche technologique Rélenium. Donc, Rélenium, c'est l'IRT de la filière ferroviaire et nous avons été fondés par des membres académiques et industriels. Nous avons un ancrage dans le Nord, donc nous, on n'est pas très loin, on est à Valenciennes en termes de siège. Et puis, on est multisite aussi, région parisienne, Saint-Denis et Villeneuve-d'Ascq, à l'image de la filière ferroviaire. Donc, voilà. Merci Abdelkrim. Marc ? Bonjour à tous. Je suis Marc Détieux, le directeur général de la société Viapix Systems, basée à Lyon, qui fait partie du groupe Genaris, un groupe délibérément orienté innovation et technologie. Nous sommes plus particulièrement une société orientée système et services autour de l'auscultation de la route. Donc on est issu effectivement du monde routier par notre expérience, puisqu'on conçoit, on intègre des solutions d'auscultation, d'analyse de l'état de la chaussée et de son environnement. Donc on en dresse également l'inventaire, de sorte de suivre le vieillissement, de connaître l'état du patrimoine routier. Avec l'idée aujourd'hui, fort d'une expérience d'une vingtaine d'années dans ce milieu-là, de le transposer au monde ferroviaire. Alors justement, on va en parler là tout le long de la table ronde, mais moi, quand on a échangé, préparé cette table ronde, quelque chose qui m'a frappé, c'est, et on a commencé à en parler d'ailleurs déjà tout à l'heure, c'est l'intelligence artificielle. Ça relie vraiment vos deux sujets, c'est quelque chose qui était intéressant. Mais finalement, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est encore du futur ou c'est déjà du passé finalement? Parce que on voit les projets, il y en a déjà. Est-ce que c'est encore quelque chose qui fait rêver, l'intelligence artificielle, ou non? Alors moi, je dirais que oui, ça fait encore rêver. Comme vous le savez, on instrumente de plus en plus le matériel, les objets connectés. J'ai entendu parler tout à l'heure de l'IoT, et donc on va avoir des capteurs de plus en plus petits, de plus en plus puissants, de moins en moins chers. Donc l'accès à la donnée à travers le capteur va devenir de plus en plus pertinente à l'avenir. Et puis bien entendu, l'intelligence artificielle, c'est engranger des données, mettre en place des solutions d'apprentissage et de création de valeur. Et donc, je dirais que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va continuer à croître. Et je crois qu'on a encore beaucoup de challenges devant nous à ce niveau-là. Marc, pour vous, c'est à peu près la même chose aussi, j'imagine? Oui, donc tout à fait. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est au cœur de nos préoccupations, de notre activité. On a une business unit qui est dédiée à ça aujourd'hui. Donc, comme le dit Abdelkrim, en fait, de toute façon, c'est l'outil du big data. On collecte des données aujourd'hui de plus en plus facilement, de sources d'acquisition hétérogènes et toutes plus complexes les unes que les autres. Et on a besoin finalement de fédérer, d'agglomérer, d'agréger ces données et d'en sortir des indicateurs toujours plus pertinents et de façon toujours de plus en plus dynamique. De sorte de mieux connaître notre environnement et prendre les bonnes décisions. L'IA, c'est aussi la source d'outils de prédiction. Donc, je pense que quand on traite de sujets
de suivi, d'état, d'évolution, de loi d'évolution. C'est au cœur des moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui. Nous, c'est un sujet que l'on maîtrise totalement, que l'on développe. Et je suis d'accord avec Abdelkrim, c'est un sujet qui est quasi sans fin. Il y aura toujours, même si ça fait 50 ans qu'on entend parler d'intelligence artificielle, depuis une petite décennie, la maturité finalement des outils, des processeurs, des cartes graphiques permettent d'aller encore plus loin pour l'apprentissage et puis l'alimentation des réseaux de neurones. Donc aujourd'hui, c'est une réalité, c'est notre quotidien, même des fois sans que l'on s'en rende compte. Mais sur des sujets très technologiques que sont nos domaines, effectivement, l'IA est aujourd'hui incontournable. Donc en fait, c'est du présent, mais qui fait encore rêver finalement. C'est ça l'intelligence artificielle. Tout à fait. La passion du sujet. Alors Abdelkrim, pour aller commencer à vraiment à regarder un petit peu le sujet précisément, le train autonome, quels sont les principaux enjeux? Est-ce qu'il y a des verrous à faire? On a parlé de verrous tout à l'heure, à faire sauter. J'imagine que oui, sinon ça existerait déjà. Ah oui, bien sûr, il y a beaucoup de verrous à lever. Bon, vous savez, le train autonome, il y a eu des présentations ce matin sur les enjeux qui touchent à l'économique. Donc, l'augmentation de la capacité, la fiabilité, le coût. Donc, augmentation de la capacité, parce que l'intelligence artificielle va permettre d'avoir un train qui sera plus performant que ce que peut faire quelqu'un d'un point de vue manuel. Et pour faire ça, on a parlé de l'intelligence artificielle en termes d'introduction, mais derrière, il y a beaucoup de verrous à lever. Donc, le train autonome, par exemple, dans le cas du programme, au sens large, il va faire appel à des sujets de surveillance de l'environnement. Et j'ai eu un échange tout à l'heure sur le sujet. La surveillance de l'environnement dans le domaine ferroviaire par rapport au domaine automobile va requérir une distance de surveillance qui va être beaucoup plus grande, pas parce qu'un train prend plus de temps pour s'arrêter. Donc derrière, instrumentation au niveau du matériel et développement des algorithmes d'apprentissage, donc remontée d'informations autant qu'on peut pour permettre ensuite de développer les algorithmes qui vont avec. J'ai entendu aussi parler de prédiction. Donc, on est vraiment dans des sujets de prédiction aussi. Et derrière, je dirais, l'intelligence artificielle, il y a aussi le sujet de la modélisation ferroviaire, de la prédiction des événements au niveau ferroviaire. Et donc, tout ça doit permettre d'être regroupé ensemble pour amener une solution. Et nous, Rélenium, à travers les différents programmes qu'on a, donc modélisation ferroviaire, centre d'essai numérique et train autonome, je pense qu'on est en capacité d'être un bon terreau ou un agrégateur de compétences au service de la filière ferroviaire. Donc il y a des verrous, mais est-ce que vous voyez déjà une sorte de chemin qui se dessine pour y arriver, pour réussir? Ah, bien sûr, puisque les projets trains autonomes sont une réalité aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avons 2 gros projets avec des partenaires industriels importants sur lesquels il faut adresser des sujets de surveillance de l'environnement, mais aussi des sujets de contrôle commande. Hein. Donc, quel est le type d'ATO qu'il faut mettre en place dans le cadre d'un train autonome, qui n'est pas tout à fait la même chose que dans le cadre d'un train qui est conduit par un conducteur. Le chemin pour arriver au train autonome lui-même, ce cheminement, il passera certainement sur des problématiques de téléconduite. Donc, développer des solutions de téléconduite, la sûreté de fonctionnement, d'un point de vue EPSF, etc. Il va falloir adresser des verrous qui sont différents de ce qu'on a dans le cadre des trains classiques. Et puis, bien entendu, vous avez des sujets de facteurs humains, interaction entre le passager et le train, d'acceptabilité ou encore de capteurs, etc. Donc, les sujets sont très larges. Voilà. Et nous, Rélenium, on est en capacité justement de regrouper l'ensemble des acteurs pour faire en sorte de transformer, de répondre à une feuille de route qui a été définie pour arriver sur des démonstrateurs qui permettront d'en faire une réalité. Alors justement, dites-nous en 2 mots, là, avec qui est-ce que vous collaborez? Parce que donc on a vu l'IRT et vos partenaires académiques, industriels, qui c'est? Alors, donc l'IRT, comme j'ai dit, c'est un institut de recherche. Nous, on fonctionne dans un mode collaboratif. Donc, on monte des projets avec des industriels et des académiques pour créer de la valeur au service de la filière. Donc voilà, donc on valorise l'ensemble des développements qu'on fait
Et dans notre portefeuille, au niveau de l'IRT au sens large, on travaille avec des industriels comme SNCF, bien sûr, mais aussi des sociétés comme Alstom et Hitachi, puis bien d'autres qui sont dans le cadre de consortiums pour développer ces solutions d'autonomie. Marc, juste à l'instant, Abdelkrim faisait la comparaison avec le routier. Viapix vient du routier. On pourrait presque être surpris que vous soyez là. Donc, comment on glisse vers le ferroviaire? Alors, effectivement, on vient vers le ferroviaire grâce à la maturité de nos moyens de mesure. Bon, j'invite éventuellement à faire une présentation. J'ai 2-3 illustrations à présenter si c'est possible en régie. Donc, en fait, nous, depuis une vingtaine d'années, on travaille sur le segment routier avec les majors, hein, les sociétés d'ingénierie routière qui appartiennent au groupe Colas, Rovia, Eiffage et à d'autres également bureaux d'études significatifs en France et même quelques applications à l'étranger. La maturité de ces moyens de mesure, de la précision qui est exigée par ce type d'auscultation, d'investigation, effectivement, permettent d'envisager de glisser vers le ferroviaire pour traiter des pathologies des voies ferrées en général. Donc, les outils sont là. Nous, il nous reste à appréhender un petit peu les spécificités des problématiques du ferroviaire, mais les moyens de mesure, les moyens de traitement de données sont aujourd'hui à disposition et permettent d'atteindre des qualités et des précisions de diagnostic très, très élevées. Justement, quelles sont les informations, les données récoltées par le dispositif? Alors, le dispositif, en fait, il est dissocié en 2 parties. Une partie auscultation de la voie, où là, en fait, on va pouvoir analyser la géométrie des voies, le profil des rails, on va pouvoir détecter des fissures. On détecte des fissures millimétriques. Les joints, on va pouvoir traiter aussi les problématiques de stabilité du ballast, la présence et l'état des traverses. En un passage et par un moyen de relevé à grand rendement, on peut collecter absolument toutes les données qui vont caractériser l'état des rails. Et après, il y a l'équipement, c'est ce qui est à l'écran, je pense, actuellement, où là, par une analyse, un traitement très, très sophistiqué, très poussé, basé sur de l'intelligence artificielle, on est capable d'inventorier les équipements, la signalisation, le gabarit et l'ensemble de l'environnement, finalement, de la voie ferrée. Merci. De sorte d'en faire une cartographie ultra précise. Et ça peut conduire effectivement à un lien intéressant vers l'autonomie du train, connaissant le contexte et l'environnement de la voie. Merci Marc pour cette précision justement sur les informations et les données collectées. Pour le train autonome, Abdelkrim, est-ce que c'est aussi un sujet, la récolte des données? Comment ça se passe? Alors oui, la récolte des données est à la base de l'intelligence artificielle. Donc oui, nous développons un certain nombre d'algorithmes qui permettent justement de récolter de l'information sur l'environnement du train. Donc on a parlé je vois à l'image ici la signalisation, etc. Mais il y a d'autres verrous à côté aussi. Il y a des sujets de cartographie, donc où il est question de jumeaux numériques, et puis à se poser les questions de quelle est la cartographie qui est utilisée pour faire circuler le train. Donc on est un petit peu dans des contraintes un peu différentes, mais qui peuvent être complémentaires, effectivement. Mais oui, la donnée est clé et la remontée d'informations reste la base de l'intelligence artificielle et des algorithmes de réseau de neurones qui sont derrière. Je vais revenir un instant sur les collaborations que vous évoquiez tout à l'heure. À quel niveau de maturité des projets de collaboration avec les entreprises, à quel niveau de maturité ça se fait? Alors aujourd'hui, tout le monde le sait, hein, c'est ce qui est connu un petit peu au niveau de la presse, les projets trains autonomes qui sont portés avec nos partenaires ont pour objectif d'amener un démonstrateur à horizon 2023. Donc voilà, sur un démonstrateur, et puis il y aura la partie
Peut-on imaginer une meilleure optimisation des sillons, qui sont une ressource rare grâce au train autonome? Alors, je dirais que vous parlez de réseau capillaire, etc., de tout ce qui concerne les... Ouais, vous êtes démasqué, vous vous connaissez, on commence à le sentir. Oui, effectivement, on peut imaginer que au-delà du réseau magistral, tout ce qui va irriguer le territoire, c'est aussi un terrain peut-être pas d'expérimentation, mais un terrain de jeu pour vos projets. Tout ne se fait pas. Souvent, on voit le monde maritime, tout le monde pense grand porte-conteneurs, gigantesque, mais ce n'est qu'une part importante, c'est qu'une part infime, je dirais presque, du trafic, comme dans le ferroviaire. La LGV à grande vitesse est une part infime du trafic des zones utilisées. Alors, est-ce que effectivement, le côté hors réseau magistral, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous regardez chacun de votre côté Alors, oui, bien entendu, le réseau capillaire est un sujet qui nous intéresse. Et je dirais que ce qui se développe dans le cadre du réseau magistral permettra d'avoir des transferts de compétences en termes et de levée de verrou qui accéléreront le développement sur les réseaux capillaires qui eux-mêmes peuvent avoir peut-être des lignes qui vont être dédiées, etc. Donc des levées de contraintes qui permettront peut-être d'accéder à une solution plus contrainte, mais je dirais d'un point de vue modèle d'affaires, plus accessible pour l'opérateur. En termes de contraintes, c'est plus compliqué, c'est ça, parce que j'imagine que le réseau enfin, il est souvent un peu en moins bon état. Il y a des infrastructures, on a encore des passages à niveau peut-être à la main. Enfin, est-ce que ça s'intègre bien tout ça justement? Alors peut-être avec justement des combinaisons de d'autres systèmes qui vont détecter mieux. Comment ça se... Alors tout à fait, hein. Donc c'est une très bonne question, la notion d'aléa. Donc vous avez parlé de passage à niveau, etc. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille dans le cadre du train autonome, hein, qui est de se poser la question de la gestion de l'environnement, pas uniquement du train du point de vue infrastructure, c'est-à-dire la signalisation, etc., mais aussi tous les aléas qui peuvent arriver au cours de la circulation du train lui-même, qui va permettre de remonter une information. Et bien entendu, ça va pouvoir être transféré sur la partie capillaire. Et pour vous, Marc, justement, ce réseau moins connu ou moins comment dire, voilà, hors réseau magistral, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, on pense qu'effectivement, il y a un vrai enjeu sur ce réseau-là, notamment dans le domaine de l'intermodalité du fret, puisque c'est des zones portuaires ou routes, rail-routes, qu'il va falloir effectivement connaître déjà, donc en faire un état zéro, grâce aux moyens de relevé, d'analyse qu'on a présenté juste avant. Effectivement, on pourra effectivement collecter cette donnée et maîtriser ce patrimoine qui sera nécessaire et impératif d'entretenir pour pouvoir faciliter, favoriser ces échanges intermodaux. Donc l'agilité, la performance, pertinence des nouveaux moyens de mesure, d'auscultation seront justement là pour faciliter l'appréhension de ces zones qui sont effectivement peut-être secondaires, on les appelle capillaires, dessertes, mais qui sont fondamentales pour aller au bout du chemin. Je prends la suite. Y a-t-il un lien avec les jumeaux numériques? Alors pour le train autonome, oui, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de cartographie. Quand on parle de cartographie, on parle de BIM, on parle de modélisation du milieu ferroviaire. Donc derrière, le jumeau numérique est au cœur de la problématique, c'est-à-dire reproduire ce qui se passe dans le monde réel pour pouvoir justement l'éprouver avant d'aller sur le terrain, ce qui nous amène aussi sur les sujets de plateforme, de simulation, qui sont aussi des sujets sur lesquels on travaille et qui permettent d'accélérer l'accès à l'information. Et comme je l'ai dit au départ, nous avons un programme qui est Centre d'essai numérique qui s'intéresse justement à ces problématiques. Marc?
Oui, ok, Abdelkrim a pratiquement tout dit. Je pourrais compléter en digitalisant les infrastructures de transport telles qu'on le fait aujourd'hui pour les connaître, pour les entretenir. On peut alimenter un jumeau numérique de façon quasi dynamique et justement s'adapter aux aléas, travailler à des conditions évolutives du transfert, du transport et à des différents scénarios. Et c'est vrai que cette techno, ce principe-là est aujourd'hui fondamental et largement alimenté par des données pertinentes issues de l'IA en particulier. Et quelles sont les contraintes ou les limites de l'outil? Alors, sur le terrain, en fait, les limites, à partir du moment où on utilise, si on revient à des considérations bassement techniques, le laser fonctionne pas très bien sous la pluie, puisque les faisceaux diffractent. Donc, en général, ces relevés se font plutôt par temps sec, comme aujourd'hui. Donc ça pose pas de problème dans la région finalement. C'est Donc, toujours comme ça chez nous. Ici, c'est parfait dans le nord. Après, l'analyse de l'environnement par caméra numérique, idéalement, se fait plutôt par 2 jours. La caméra, elle voit la jour. On ne travaille pas encore sur des caméras infrarouges. Mais voilà, on pourrait dire que plutôt 2 jours et plutôt par temps sec. Après, d'un point de vue calcul, on n'a pas tellement de limites. Voilà, les contraintes, elles sont plus terrain. Abdelkrim, tu peux être complété? Non, je trouve que ce qui a été dit est très pertinent. Je rajouterais juste qu'en termes de captation d'informations, on a effectivement les systèmes de vision, donc les caméras, etc. Mais on a aussi l'ensemble des autres types de capteurs qui peuvent être utilisés et qui peuvent permettre de reconstituer une image d'un point de vue digital au niveau du lidar lui-même, hein. On peut parler de réalité augmentée, voilà. Donc, on a souvent l'image de, de monitoring de l'environnement en se posant la question de l'image, mais ça va bien au-delà. C'est vraiment, j'essaie de capter tout ce que je peux capter avec tous les moyens que je peux. Et puis, je le disais au départ, les capteurs vont devenir de plus en plus petits, de moins en moins chers et de plus en plus performants. Donc, ce qui veut dire que tout ça va exploser. Donc, il faut vraiment s'inscrire dans cette dynamique de captation d'informations au sens large, au service d'une plateforme digitale qui elle-même va pouvoir rendre le service. Je crois, Ludivine, on voulait parler d'Europe aussi, c'était un sujet important. Comment vous voyez les choses? Et si je dis Europe, donc ça résonne comment? Sur mon stylo, j'ai Shift to Rail, ça fait pas Ah ben écho. oui, effectivement. Merci Ludivine. Donc Europe, bien entendu, hein, tout ce qui se fait dans le domaine du train autonome doit être pensé dans un cadre de standardisation, de partage. Donc je dirais que Europe, pour nous, c'est important. On est impliqué dans les programmes Shift to Rail, hein. Nous, Railenium, depuis un certain nombre d'années, sur des sujets qui sont liés au train autonome. Et puis, il y a Europe's Rail qui arrive, dans lequel on sera aussi partie prenante. Et bien entendu, l'Europe permet d'accéder à des standardisations. On pense par exemple à la vérification formelle des systèmes. Donc, quand on développe un système au niveau train autonome, de se poser la question d'avoir des interfaces qui fonctionnent avec ce qui se passe par ailleurs pour pouvoir justement avoir une capacité, une agilité de faire grandir la solution sur laquelle on se positionne. On est sur des sujets d'IA. Je parlais tout à l'heure du BIM avec Rail Topo Model, qui est un modèle BIM qui permet qui est porté aussi dans le cadre européen. Donc oui, Pardon, le modèle BIM, qu'est-ce que c'est, juste pour bien comprendre? Alors le BIM, vous le connaissez dans le domaine de la construction. Donc c'est ce qui est utilisé pour modéliser d'un point de vue jumeau numérique un bâtiment, etc. Et aujourd'hui, quand on construit un immeuble, il est d'abord construit d'un point de vue BIM, d'un point de vue jumeau numérique, et là-dedans, on y porte l'ensemble des parties prenantes qui vont permettre l'élaboration de ce projet jusqu'à sa délivrance. Donc la même démarche a lieu dans le domaine ferroviaire. Et quand on parle d'infrastructure, quand on parle de cartographie, quand on parle de rails au sens large,
si on veut le voir d'un point de vue digital et être en capacité d'avoir des parties prenantes qui interagissent dans le même projet, eh bien, il faut avoir cette standardisation et le BIM permet de le faire. Alors, notre événement, il se pose beaucoup la question de l'augmentation des trafics et forcément, ça va avoir avec ce dont vous venez de nous parler. Pour l'augmentation des trafics, pour atteindre ce doublement de la part modale. Notamment, l'augmentation de la circulation va devoir être massive. Et donc, il y a une question, je dirais, d'interaction entre le train autonome, le train non autonome, le train passager et le train fret. Comment tout ça se parle? On a parlé d'échange de données. Est-ce que ça se marie? Oui, ça se marie. Ici, ça se marie quand on fait le train autonome. L'élément de base, c'est reproduire, amener un processus décisionnel par rapport aux commandes du train de façon automatique par rapport à ce que fait un conducteur. Donc aujourd'hui, le train autonome, au sens large, quand il est développé pour être en capacité de fonctionner sur des lignes normales. Et je vous ai parlé tout à l'heure du monitoring de l'environnement, la connaissance des aléas, etc. Donc le train autonome lui-même sera au courant ou au fait des autres trains qui sont en circulation et sera en capacité de prendre les décisions qu'il faut en termes de commandes, je dirais. Et vous, Marc, parce que je repensais au dispositif qui est à l'origine routier, finalement, on met dans la circulation routière ou sur l'infrastructure un dispositif qui va circuler, qui va être confronté peut-être à d'autres circulations. Est-ce que ça pose problème s'il rencontre, enfin, il va croiser ou il va doubler des véhicules ou il va être doublé, enfin, il va passer. Voilà, comment ça rentre dans un système qui vit? On peut difficilement imaginer arrêter la circulation et faire passer quelque chose qui va tout vérifier. Ça s'intègre bien dans une circulation vivante, je dirais. Alors, le moyen de suivi, de relevé peut être embarqué sur un train opérant. Ça peut être un train de fret, un train quelconque. Ça peut être un véhicule léger. Donc, le principe qu'on retiendra toujours, c'est l'agilité à intervenir sur un réseau, sur une période adaptée pour effectivement ne pas perturber le trafic. Mais l'augmentation du fret tel qu'il est envisagé par effectivement une nouvelle politique économique environnementale conduira à des contraintes majeures sur l'infrastructure elle-même. D'où l'intérêt effectivement de la surveiller encore de plus près, sans doute. Si on fait un parallèle avec, encore une fois, le monde routier, on pourrait penser, on prend un poids lourd qui, lui, on a réussi à caractériser ça par des relevés, par des indicateurs absolument précis. Un poids lourd qui passe sur la route équivaut en termes de fatigue de structure au passage d'1 million de voitures. Donc nécessairement, on sait que sur les routes, ce qui use les routes, ce sont les poids lourds. Là, on imagine que l'augmentation du fret ferroviaire aura un impact important et direct sur la fatigue finalement et peut-être même de nouvelles pathologies sur les voies. Et Armand, je crois, Armand Toubol en a parlé tout à l'heure, hein, c'était exponentiel en fonction du poids, de la vitesse, etc. Donc là, c'est vrai que si on augmente l'utilisation, c'est l'objectif, c'est ce qu'on se questionne depuis ce matin, c'est-à-dire à infrastructure constante. Malgré tout, elle ne sera pas constante parce qu'elle va travailler, se fatiguer, donc il va falloir qu'on la surveille de manière très précise. Et on continue sur le thème du rêve, mais est-ce qu'on peut mélanger vos deux concepts et imaginer un train autonome qui finalement vit sa vie de surveillance d'un port, d'une région, d'un pays, en Europe, on en fait tourner 10, 15, 20 sur un territoire, et puis finalement, il remonte ça dans une base de données générale, et on surveille ça au niveau européen, en disant, bah, tiens, là, on a 1 kilomètre à surveiller spécifiquement, ou etc. Est-ce qu'on peut imaginer ça? On peut tout imaginer. Vous savez, les données, elles sont remontées au niveau des différents opérateurs, au niveau des différents projets, mais bien entendu, si on imagine à terme
avoir une approche plateforme qui est collaborative, partagée, etc., et qui permet d'amener plus de richesse, justement, pas parce qu'on agrège les informations qui arrivent des différents projets. Bien entendu, l'intelligence artificielle en sera que mieux servie. Donc oui, on peut l'imaginer. Après, c'est une question de volonté. Bon, je ne voulais pas révéler de secret, je ne vais pas révéler de secret, mais effectivement, on réfléchit Si, à... vous pouvez, personne On réfléchit ne nous à écoute. ces... Pas de scoop aujourd'hui, non, mais on réfléchit effectivement à l'instrumentation de trains autonomes ou de moyens embarqués de relevés autonomes. Oui, en tout cas, aujourd'hui, nous, c'est notre sujet, c'est notre actualité, notre volonté d'y aller. Que ce soit pour le réseau français, mais au-delà, à partir du moment où on a un produit qui fonctionne, qui est adaptable, nous, on rêve d'Europe et même un petit peu plus loin. On a amené nos systèmes d'auscultation routière en Amérique du Sud, donc voilà, le monde est à nous. Est-ce que ça se clipse tout simplement sur un train? On peut imaginer, finalement, comment ça s'intègre sur un train? Nous, on a développé une structure transposable, transportable et transposable. Donc effectivement, on pourrait, enfin, on peut un petit peu s'imager ça. On clipse ça moyennant quelques points d'accroche et en respectant une certaine géométrie de montage. Des contraintes de calibration également qui sont nécessaires pour pouvoir effectivement derrière faire des traitements mathématiques et géométriques précis, pertinents, performants et réalistes. Merci Marc. Je me tourne vers mon oreillette pour savoir si on a des questions qui viennent du public. En tout cas, il nous reste 9 minutes, donc s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Le temps peut-être qu'elles arrivent, on en avait donné une tout à l'heure, et ça avait été abordé. Le son, on a parlé de trains silencieux, c'est nécessaire, on le voit, beaucoup de zones portuaires sont au cœur des villes, au cœur des zones d'habitation, là on le voit. La connaissance du son, le train autonome, ça a un impact sur le son ou pas, c'est vraiment un sujet important. Il y a un texte européen qui se concentre là-dessus, une nouvelle unité de mesure, je crois, qui va être créée pour le son ferroviaire. Et voilà. Est-ce que vous pouvez mesurer le son de manière efficace ou pas, et comment le train autonome là-dessus joue? Aujourd'hui, on mesure le bruit de roulement des véhicules sur la route. Donc on peut bien sûr imaginer plugger un moyen de mesure de l'impact sonore d'un train. Il y a sûrement des études à pousser sur ce domaine-là. Aujourd'hui, ce n'est pas l'axe de nos travaux, mais évidemment, on peut collecter tellement d'informations et, comme disait Abdelkrim, les agréger, les traiter, de sorte d'en faire des indicateurs complémentaires, pertinents. Le volume sonore du passage, du roulage d'un train, effectivement, on peut tout à fait envisager. On étudiera de près cette fameuse directive qui devrait sortir prochainement. Abdelkrim, tu souhaites ajouter quelque chose? Je me permets de te tutoyer, hein, Fabien dit que le secret était levé. D'accord, ok. Et donc, oui, effectivement, les sujets du son ne sont pas liés qu'au train autonome. Donc, c'est des sujets de contact roue-rail et puis aussi de mécanique et d'aérodynamique du train au sens large. Donc, je dirais que c'est des sujets qui peuvent être adressés à travers le programme modélisation et prévision ferroviaire au niveau de Railenium. Mais je dirais que oui, si le train est autonome, il va être en capacité d'engranger de l'information et d'avoir un processus décisionnel qui sera peut-être beaucoup plus pertinent. Par exemple, ralentir sur certaines zones où le conducteur doit lui-même se poser la question: est-ce que je dois ralentir parce que c'est bruyant sur cette zone en fonction de l'état des voies, etc. Je dirais que si on le prend d'un point de vue systémique, d'un point de vue système au sens global, et qu'on ne regarde pas juste la partie, le système roulant, etc., et qu'on est en capacité d'avoir, je dirais, une plateforme qui permet de traiter cette information et de renvoyer au train une information qui est pertinente pour qu'il ralentisse, je pense que globalement, d'un point de vue train autonome ou d'un point de vue, on y gagnera quoi qu'il en soit. On évoque beaucoup les données et elles sont essentielles pour que ça fonctionne le mieux possible.
comment on les protège et est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'intégrer le système alors que, enfin, qui est quelque chose qui intègre le système dont vous ne voulez pas? Alors, la notion de cybersécurité est un sujet clé au centre de tout ce qui est développement de systèmes roulants, de systèmes, pas que le train autonome, mais effectivement, dès qu'on parle de positionnement, de communication, de remontée d'informations, etc., donc être en capacité de proposer une solution qui est fiable d'un point de vue cybersécurité va être important. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je dirais, la filière ferroviaire travaille de façon assez, assez pertinente. Et ensuite, oui, la protection de la donnée, en termes de, je dirais, du point de vue plateforme, du point de vue et, hébergement de cette donnée, soit dans des clouds, soit dans sur du edge, quand on est près de l'infrastructure elle-même, relève du même type de contraintes que ce qu'on a dans d'autres domaines. Et le domaine automobile, je pense, pourrait peut-être amener un éclairage sur ce point. Oui, la donnée, c'est le sujet sensible, effectivement, vous avez raison. Elle est précieuse à capter, elle est précieuse à caractériser, et effectivement, il faut la protéger. C'est la valeur, finalement, de nos travaux est dans la donnée. Donc, oui, on veille à l'héberger de façon sécurisée. Lorsque l'on travaille sur du service en ligne, on fait attention à qui on s'adresse en termes d'hébergement, c'est-à-dire qu'on s'attache à travailler avec des plateformes de renommée mondiale implantées en France. Et effectivement, on veille quand même à protéger cette pépite que représente la donnée et à partir de laquelle on produit tellement d'informations et tellement disons, sur lesquelles s'appuient toutes les décisions, les programmes d'entretien, les programmes décisionnels, effectivement, qui doivent être, qui s'appuient sur cette information-là, donc qui doit être fiable et Alors, sécurisée. merci beaucoup. Je crois qu'on a une question qui est en train d'arriver, mais avant de la prendre, je tourne ma casquette et je prends un peu le Norlink Port plutôt que Norlink Ferroviaire. Est-ce que le port, finalement, c'est pas un lieu d'étude, un lieu parfait pour commencer à regarder tout ça, puisque c'est un lieu fermé, on ne peut pas y circuler comme on entend, je veux dire, comme avec il y a très peu de passagers, donc c'est un écosystème finalement qui est à la fois protégé et en même temps ouvert. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdelkrim? Alors, ça pourrait être un bon terrain de jeu. Cela dit, le train autonome, les programmes de train autonome au sens large, les projets, sont là pour adresser justement les milieux ouverts. Parce que la notion d'autonomie a déjà été en partie adressée, notamment dans le cadre du métro, dans le cadre de structures qui sont fermées. Donc je dirais que pour la démonstration ou la levée d'un certain nombre de verrous qui sont liés au train autonome, être dans un lieu fermé, le port peut être intéressant pour ça, ça peut être intéressant, mais d'un point de vue global, notamment les aléas, etc., il sera intéressant d'avoir un terrain de jeu beaucoup plus large. Alors nous, le principe du contexte un petit peu protégé nous convient très très bien pour pouvoir caler nos données, nos référentiels, pour pouvoir aussi répéter des scénarios de relevé, d'analyse. Et effectivement, on est souvent en quête dans le domaine routier de zones où on serait un petit peu tranquille pour pouvoir faire de la comparaison de plusieurs passages avec la réalité de terrain, c'est-à-dire qu'on a réellement relevé, limite visuellement, de façon métrique sur le terrain. Donc effectivement, nous, l'environnement confiné nous convient très très bien pour qualifier nos systèmes dans un premier temps et pour les dimensionner également. Mais c'est là, pour le coup, on est un petit peu à l'opposé des contraintes du train autonome qui a besoin effectivement d'ouverture et voilà, d'espace pour pouvoir se juger. Cela dit, on travaille aussi en milieu fermé pour qualifier un certain nombre de nos états de conduite. Ça reste complémentaire.
évidemment. Ouais. Alors, il nous reste quelques secondes, mais il y a une question, alors si on peut la traiter de manière très rapide. La question qui est posée, c'est comment l'automatisation des opérations de chargement-déchargement et l'autonomie des engins est vécue, ou en tout cas elle est approchée socialement. Alors, ce n'est pas forcément un sujet dont on a l'idée aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a aussi une réflexion à ce niveau-là? Alors, dans le cas des projets au sens large, train autonome, on travaille sur des sujets de facteurs humains, donc d'interaction entre le passager ou bien et le train lui-même. Ensuite, il y a les sujets de téléconduite, c'est-à-dire on n'ira pas directement sur le train autonome, ou bien on ira, mais il y aura aussi de la téléconduite. Donc derrière, c'est le métier du conducteur qui va peut-être évoluer à ce niveau-là. Et puis, il y a des aspects d'un point de vue sociologique d'acceptabilité sur lesquels il y a un certain nombre d'actions qui sont en cours. Donc, tout ça fait partie, je dirais, de l'écosystème train autonome sur lequel la filière cherche à trouver des solutions. J'imagine que c'est un peu comme pour les trafics. Finalement, ce qu'on disait, c'est que ça ne se fait pas, l'augmentation, la croissance ne se fait pas aux dépens de l'existant, notamment du routier. On peut imaginer qu'aussi, forcément, la croissance des flux va engendrer un nombre de trains supplémentaires. Et donc, forcément, malgré tout, ça se traitera sans doute à périmètre. Tout à fait. Alors, dernière question. Alors, Ludivine, c'est toi qui enchaîne après, donc si tu me permets. Allez, dernière question. C'est une question très précise. Donc, avec la sophistication des locomotives d'une manière générale, donc le train autonome et tout ce qu'on peut mettre dedans, est-ce que finalement, ça met une certaine barrière à l'entrée, si on peut dire, pour peut-être des opérateurs régionaux, des opérateurs plus petits? Est-ce qu'on risque pas de perdre en diversité pour le client avec la sophistication, l'augmentation de ces barrières-là? C'est un vaste sujet, comme vous dites, mais en même temps, je dirais que non, puisque aujourd'hui, on est quand même sur une approche d'amélioration continue de la conduite du train lui-même. Donc, je ne vois pas en quoi ça aurait un impact sur la taille des opérateurs. Enfin, là, comme ça. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de clore cette table ronde. Justement, le sujet est vaste, les questions que ça a suscité sont nombreuses. Ça montre bien tout l'intérêt sur le sujet. Donc, je vous remercie tous les deux et je vous propose quelques minutes de pause avant de passer à l'intervention suivante. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Très bien.